Bonjour, bonjour. On va commencer ce stream. On va commencer à parler d'articles et de sujets de psychologie positive notamment, enfin de choses liées. Alors, je me baisse un petit peu le son de mon côté et j'arrive. Parce que là, j'entends trop la musique. Alors, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Alors, on va regarder un petit peu tout ça. On va regarder un petit peu comment tout ça fonctionne. Voilà. J'ai préparé des articles. Je vais les afficher. Tac, on est parti. Alors, j'espère que ça va bien. En ce jeudi 23 février, on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Alors, pardon, décidément. Euh, on va commencer par quelque chose de simple, hein. On va travailler sur des articles un petit peu en français aujourd'hui. Je voulais vous parler d'un certain nombre d'articles qui ont été publiés, alors soit fin janvier, soit début février, hein. Sur cette revue, en fait, j'ajoute des articles au fur et à mesure en fonction de l'intérêt. Ça peut être ou des articles de presse, francophones, anglo-saxonnes, mais toujours des articles un peu sourcés et qui s'appuient sur des articles de recherche scientifique, soit carrément parfois des articles de recherche en essayant d'aller à l'essentiel, parce que l'idée c'est que ce soit informatif, qu'on aborde des sujets intéressants qui peuvent toucher tout le monde, mais que ce soit pas non plus un cours de méthodo ou quelque chose de trop ardu et de trop aride. Donc j'essaye d'aller à l'essentiel quand c'est des articles de recherche directement et pas des articles de vulgarisation qui s'appuient sur des publications. Voilà pour le principe, de ce stream que je vais essayer maintenant de faire toutes les semaines à minima. En tout cas, là, c'est le deuxième. J'espère que tous les problèmes techniques sont réglés, que tout fonctionne bien. Euh, et donc, on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Alors, premier sujet, ça va être la pleine conscience. Je ne sais pas combien d'articles j'aurai le temps de traiter, mais soit probablement 3 à minima. Sinon, on fera peut-être les 4. Ensuite, on a un article sur le sport et la concentration au travail, en français toujours. Et ensuite, deux autres articles. Un article en anglais sur l'intérêt du trajet travail maison et maison-travail, l'intérêt que ça peut avoir. Et puis enfin, un article sur l'ADN, l'intelligence et plein d'autres caractéristiques et à quel point certaines sociétés, certaines boîtes, certains même scientifiques sont un petit peu soit dans le bullshit à dessein sur ce sujet-là, soit on va dire, dans une malhonnêteté non calculée, mais qui aboutit quand même à des contresens dans la vulgarisation. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon. Alors, premier article, donc publié dans Conversation en janvier 2023, le 27 janvier 2023, et donc qui a été traduit en français et qui est à l'origine un article d'une scientifique, d'une chercheuse en psychiatrie et en neurosciences comportementales à la Wayne State University, donc Hilary Maroussak. Alors, méditation de pleine conscience, des bénéfices en santé variés. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cet article-là d'intéressant? Donc, ce qu'on a en fait, si vous voulez, dans cet article, qu'est-ce que ça nous dit de la méditation et qu'est-ce qu'on sait de plus qu'on ne savait pas avant? C'est qu'en fait, on a eu une étude, donc en 2022, qui affirmait que la méditation pouvait être aussi efficace qu'un traitement en fait médicamenteux en cas de dépression. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis assez longtemps. On savait avant 2022 qu'on avait un effet de la dépression, ça fait même depuis les années 90, hein, qu'on commence à imaginer et qu'on sait qu'il
il y a un effet de la méditation thérapeutique en fait contre la dépression, en tout cas dans certains cas de dépression et pour la gestion du stress. Et donc c'est quelque chose qui est pas nouveau. Par contre, on a aussi donc stress, dépression, ça je vous l'ai dit. Ça permet aussi de réduire la douleur et de gérer des inflammations de Covid long. Et pareil pour la santé cérébrale, le développement de certaines zones du cerveau, notamment les lobes frontaux, etc. On a un certain nombre d'études qui nous montrent ça. Donc c'est pas quelque chose de nouveau en réalité, c'est pas quelque chose qu'on découvre avec cette étude-là. Ce qui nous intéresse dans cette étude, par contre, c'est que la méditation peut nous aider à mieux comprendre le fonctionnement cérébral. Et c'est un outil accessible pour ça, qui permet facilement de mesurer des choses et de voir des effets. En gros, c'est une des pratiques pour travailler sur le développement du cerveau et qui ont des effets sur le cerveau mesurables. Et c'est là où c'est intéressant. Et après, d'un point de vue thérapeutique, c'est aussi intéressant. Le seul souci, c'est que même si par rapport à la représentation qu'on peut avoir de la méditation, qui est souvent un peu mystique, un peu déformé, finalement c'est quelque chose d'assez simple sur le principe et le fonctionnement, mais qui va toujours facile à mettre en place, mais qui est assez accessible. Il faut trouver les bonnes. Il y a plein de méthodes différentes. Donc après, il s'agit de trouver les bonnes portes d'entrée pour y arriver. Voilà, donc si elle reste accessible, ce que nous dit aussi cette chercheuse, c'est que la méditation exige un certain entraînement, de la discipline et de la pratique. Et ça, c'est pas toujours facile. On a déjà des difficultés à mettre en place de bonnes habitudes, à résister à la tentation des réseaux sociaux, de la nourriture, de certaines choses, etc. Quand on habite dans une grande ville, on a souvent un temps de déplacement qui est important entre le travail et le domicile. Donc voilà, c'est des choses. Alors après, on peut en profiter pour faire de la méditation, mais c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Donc c'est un peu ça la problématique par rapport à la méditation quand on parle de la mettre en place. Alors, au niveau définition, il y a plein de types de méditation. Celle qui a été le plus étudiée, c'est la pleine conscience. Et là, je vous renvoie aux travaux de Jon Kabat-Zinn. Il y a aussi des bouquins épais comme ça qui ont été publiés par Kabat-Zinn qui expliquent comment faire de la méditation, ce qu'est la méditation de pleine conscience et les protocoles que lui il a mis en place et comment est-ce qu'on peut les utiliser soi-même pour travailler sur un certain nombre de choses, notamment tout ce qui va être lié aux émotions et effectivement au syndrome dépressif ou stress, etc. Et donc, la pleine conscience, c'est quoi ? C'est la conscience qui naît de l'attention portée à un moment précis, dans le moment présent, sans jugement. Voilà un peu le délire, quoi. Et donc, ce qu'on a démontré, c'est que le fait de se concentrer dans le présent, vivre dans le moment présent, ça a de nombreux avantages, notamment l'amélioration de l'humeur, la réduction de l'anxiété, la diminution de la douleur, l'amélioration potentielle de performance cognitive. Donc tout ça, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles en fait, mais qui sont importantes à connaître sur la pleine conscience. Alors ensuite, la pleine conscience, ça peut être travaillé, donc c'est accessible à tout le monde. Et donc à force d'en faire, vous allez avoir des conséquences positives dans votre quotidien, même si vous ne méditez pas 30 minutes par jour. Alors, il ne s'agit pas de devenir un moine bouddhiste non plus. Et par rapport aux différentes méthodes possibles, accessibles, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on retrouve des mécanismes de la pleine conscience, ce qu'on appelle donc, alors il y a les méditations d'attention ouverte ou les méditations d'attention focalisée. En gros, il y a deux grandes familles. Et donc, ce qu'on retrouve dans la pleine conscience, on le retrouve aussi dans d'autres pratiques, comme le yoga par exemple, les arts martiaux, et notamment certains arts martiaux comme le tai chi, etc., dans la danse. Dès que vous avez une attention soutenue sur un élément particulier, donc c'est plutôt les pratiques de méditation qui utilisent l'attention focalisée, vous êtes en train de suivre un mouvement, vous êtes en train de suivre une activité que vous avez. Alors en méditation, souvent on suit le rythme cardiaque ou la respiration. Quand vous suivez vos mouvements en danse, que vous vous concentrez, etc., vous êtes dans cette espèce de pleine conscience. Donc c'est pour ça qu'aussi
ce que je conseille souvent aux gens qui s'intéressent à la méditation, à la relaxation, etc., et qui trouvent que la méditation, s'asseoir et suivre sa respiration, c'est un peu... ils ont du mal en fait. Pas parce qu'ils ont du mal à se concentrer, mais parce que ça les ennuie profondément en réalité. Il y a plein d'autres manières de le faire, plus découpées, plus peut-être accessible à on va dire, à un esprit culturellement, un esprit occidental, on va dire, au niveau culturel. Il y a d'autres choses qu'on peut faire en fait, qui sont de la pleine conscience, qui sont euh, qui s'appuient sur le même processus en fait cognitif, mais qui sont pas s'asseoir en tailleur pendant une demi-heure. Donc ça peut être... voilà, il y a plein de portes d'entrée différentes, il faut trouver la bonne porte d'entrée, et en fait, on peut tous bénéficier de la méditation, mais la méditation classique telle qu'on se la représente, tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça, et pas forcément dans l'état d'esprit pour faire ça, ou a du mal à faire ça, ou doit faire un certain travail pour lâcher prise sur certaines choses, pour pouvoir rentrer dans une méditation classique. Et donc là, on peut trouver d'autres portes d'entrée. Donc, les études récentes ont montré que la méditation avait aussi un effet sur le stress euh, des personnes par rapport au Covid. Euh, des soignants aussi qui suivent des personnes atteintes de démence. Les enfants pendant la pandémie de Covid, c'est un effet positif aussi. Et on a en fait des méta-analyses qui nous disent tout ça. Voilà. La méditation peut avoir un effet positif sur la réduction du stress, du syndrome de stress post-traumatique, du trouble obsessionnel compulsif, les troubles donc TDAH, troubles déficitaires de l'attention, hyperactivité, la dépression. Et puis sur certaines périodes particulières où on a de la vulnérabilité, notamment les grossesses et la période postnatale avec toute vous savez, la dépression postpartum. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles la méditation peut avoir un effet positif. Mais il faut faire attention parce que dans certains cas, ça peut être contre-productif. Des gens qui ont des troubles mentaux ou qui sont atteints de toxicomanie, la pleine conscience, ça ne doit pas être le traitement de première intention. Il y a les thérapies comportementales, enfin cognitivo-comportementales, il y a les médicaments, etc., qui sont plus efficaces, et ça peut être un complément et pas forcément en premier temps. C'est aussi ce que John Kabat-Zinn avait déjà identifié dans son développement de pratiques basées sur la méditation, c'est que dans certains cas, la méditation doit absolument pas être proposée en première intention. Ça peut être vraiment contre-productif. Donc après, voilà, quand on médite, vous savez, vous avez des exercices qui sont liés au suivi de la respiration. Donc en général, vous avez un meilleur contrôle de votre système nerveux autonome quand vous faites de la méditation. C'est-à-dire que vous êtes plus en capacité de réguler votre rythme cardiaque, votre respiration, à contrôler votre attention. En fait, le système nerveux autonome, normalement, on n'a pas un accès conscient volontaire. Enfin, on n'a jamais un accès conscient direct volontaire. Quand vous voulez contracter votre bras, c'est pas le système nerveux autonome, hein. Et donc là, vous pouvez dire, je veux contracter enfin, vous dites pas ça, mais vous voulez contracter votre bras, vous contractez votre bras directement. Il y a une volonté, il y a un effet, et vous savez comment envoyer la commande. Quand vous dites, je veux ralentir mon rythme cardiaque, c'est pas juste, hop, je ralentis, tac, et je le fais. S'il faut se mettre dans un état particulier, il faut avoir l'habitude pour pouvoir le faire, et c'est justement les pratiques méditatives, et ce genre de choses-là avec l'attention focalisée qui permettent de plus facilement avoir accès à ça, et de plus facilement réguler ça. Et donc ça c'est important par rapport à la gestion de ses émotions, à la gestion des situations de stress, etc. Quand vous avez un peu plus la maîtrise de ça, vous êtes en capacité de détecter les moments où vous montez dans les tours, et vous êtes en capacité de plus facilement réguler euh, ces, ces choses-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des changements au niveau du cerveau, c'est-à-dire que ça provoque des changements qu'on peut mesurer, hein, en termes de connexion, en termes d'épaisseur de la matière grise, du nombre de neurones et des connexions au niveau des lobes frontaux, donc plutôt en gros, hein, je le fais très très rapidement, mais voilà, et on a une meilleure activation, et au fur et à mesure de cette activation de plus en plus importante, on va avoir un développement de ces zones-là, et une méditation régulière peut limiter l'amincissement du cortex cérébral lié à l'âge. Donc c'est un petit peu comme avec le sport et la musculation, ou si vous faites de la musculation ou du sport, vous allez limiter la sarcopénie, si j'ai bien le terme, donc c'est-à-dire la perte de masse musculaire et qui entraîne un certain nombre de risques. Et là c'est un peu la même chose avec la méditation. Alors il n'y a pas que la méditation qui permet de faire ça, mais ça permet aussi de faire ça. Donc ça fait quand même pas mal de choses pour une seule et même pratique qui sont intéressantes.
Alors, ce qui est intéressant, donc je ne vais pas revenir sur les autres thérapies, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'applications, hein, vous le savez, qui sont intéressantes pour rentrer dans la pratique. Et visiblement, parfois, en tout cas, des recherches montrent que parfois, c'est plus efficace qu'une formation classique sur la méditation. Donc, vous savez, toutes les applications type, alors je n'ai plus trop en tête, j'ai eu Petit Bambou en tête, mais il y en a d'autres, hein, de méditation, ou de respiration, ou de cohérence cardiaque, etc. C'est plein de choses que vous pouvez utiliser au quotidien, avec plein de choses gratuites et des méditations guidées gratuites. C'est très intéressant pour rentrer dedans, en fait, c'est beaucoup plus facile. Et on a l'habitude, on a toujours notre smartphone avec nous, donc ça fait partie des choses qui sont assez facilement accessibles, assez faciles à mettre en place. Et donc là, on parle aussi de sommeil, hein, donc c'est intéressant par rapport à ça. Ce que nous dit la chercheuse au final, c'est que le plus difficile de commencer, c'est toujours pareil, hein, c'est mise en place d'une nouvelle habitude, c'est toujours compliqué de la mettre en place. Les effets, ils se mettent pas en place forcément dès la première séance, au niveau cérébral, au niveau des retombées positives, il faut quand même un certain nombre de séances, mais en une semaine, 10 jours de pratique, vous allez avoir des effets positifs plus durables qui vont se développer en termes de focalisation, en termes de gestion des émotions, de gestion du stress. Donc c'est intéressant de s'y mettre un petit peu. C'est un peu comme vous allez vous mettre un instrument de musique, vous n'allez pas jouer une symphonie tout de suite, mais en une semaine de pratique régulière, vous allez pouvoir faire quelques accords et ça va commencer à avoir des conséquences positives. Et donc là, c'est un peu pareil. Alors, toute proportion gardée, c'est plus rapide pour la méditation. Mais c'est des choses, moi, que je vous conseille de tester. Voilà pour ce premier article sur la méditation. Donc, alors ça citait des études un peu plus récentes hein, qui reconfirment encore tout ce qu'on sait sur la méditation. Bon, il n'y a pas non plus des choses extrêmement nouvelles. La vraie chose nouvelle, c'était que la méditation n'était pas juste un traitement en plus qui marchait peut-être un peu moins bien, c'est que c'était aussi efficace, c'est ce qu'on a ici, hein, qu'un traitement médicamenteux pour l'anxiété ou la dépression, avec quand même beaucoup moins d'effets secondaires. Hein. Donc il y a quand même quelque chose de très intéressant là-dedans, qui reconfirme encore ce qu'on savait, mais qui va même plus loin en disant oui, c'est exactement la même chose, enfin, c'est même voire plus efficace. Donc c'est pas neutre du tout. Comme on était dans la méditation et dans la concentration, on va continuer sur le côté un petit peu sportif ce matin, et ça sera probablement notre deuxième et dernier article, parce que que j'ai perdu un peu de temps avec les outils techniques, mais c'est pas grave, on progresse stream après stream, parce que là, le premier stream, j'avais un petit problème de son, alors en replay, j'ai corrigé les choses, mais là, bon, voilà, petit problème d'extension, c'est pas grave, je l'ai à côté, hein, pour vous montrer un petit peu ce qui est important dans l'article. On continue, on perd pas plus de temps, on va sur le sport. Alors attendez, parce qu'il y a plein de pubs sur ce site-là, c'est pas très agréable. Plus voilà, vraiment de la vulga, mais on a des références scientifiques derrière. Donc, titre de l'article, faire du sport favorise la concentration au travail. Article du 11 février 2023. Pardon pour le petit bruit de café. Alors, donc vous savez, depuis quelques années, on a la possibilité, depuis, je ne sais plus quand ça a été, je crois que c'était 2017, possibilité pour les médecins de prescrire du sport sur ordonnance. C'est pas encore une pratique qui est vraiment rentrée dans les mœurs, mais c'est quelque chose qui existe. Et donc ça, c'est quelque chose auquel on peut avoir accès. C'est intéressant. Malheureusement, c'est pas encore rentré dans les mœurs d'énormément de médecins, et c'est pas non plus rentré dans les mœurs des patients qui demanderaient ça. Mais on a donc un problème de sédentarité, vous le savez, vous connaissez. Des pesticides remplacés par des cochons pour se débarrasser du... Pardon, j'ai des trucs qui se sont lancés tout seuls. Et donc, on a ici un article sur la concentration au travail grâce au sport. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cet article ?
On a une étude récente parue dans le Journal of Applied Psychology, donc cette étude, je vous la mets ici. Voilà. Is physical activity before the end of the workday a drain or a gain? Daily implications on work focus in regular exercises. Donc, est-ce que l'activité physique avant la fin de la journée de travail, est-ce que ça, c'est quelque chose qui va enlever de l'énergie ou apporter des choses? Et donc, implication quotidienne sur la concentration au travail des personnes qui font de l'exercice régulièrement. Alors, dans cette étude, les chercheurs ont suivi 70 salariés qui travaillaient donc en Amérique du Nord, côte ouest, donc du côté plutôt Californie, etc. Et ils travaillaient tous minimum 32 heures par semaine et incorporaient au moins 2 séances d'entraînement d'une trentaine de minutes chacune dans leur routine hebdomadaire. Donc ils avaient une montre connectée Fitbit, pour suivre leur activité physique. Et qu'est-ce que ça nous disait, ça? Tac. Hop, pardon. Donc ils faisaient de l'activité physique, on la suivait avec une montre connectée, Fitbit, et puis leurs collègues devaient évaluer leur concentration. Donc en fait, on a à chaque fois une évaluation externe de leur concentration de travail par des collègues, à la fin de chaque journée de travail. Ce qu'on a comme résultat en synthèse, c'est que les employés qui étaient actifs avant leur journée de travail ou pendant leur journée de travail, c'est-à-dire qui faisaient une séance de sport par exemple le midi, étaient plus concentrés que ceux qui étaient sédentaires, qui ne faisaient pas de sport du tout dans la journée. Et ça marchait même s'ils pratiquaient une activité d'intensité légère, comme le fait de marcher par exemple, ou monter et descendre des escaliers. C'est-à-dire que si vous, au travail, vous prenez les escaliers, au lieu de prendre l'ascenseur, ça fait une activité physique et vous êtes plus concentré que ceux qui ne font pas ça, qui restent vissés sur leur chaise toute la journée ou qui prennent l'ascenseur dès qu'ils se déplacent parce que c'est trop compliqué de prendre les escaliers et que c'est trop fatigant. Donc, alors après, on va voir dans l'article, là, il y a des nuances à apporter à ça. Et justement là, donc, ces exercices peu physiques, donc le fait de monter les escaliers par exemple, ça améliore uniquement la concentration des salariés peu sportifs. Ceux qui ont l'habitude de faire du sport dans leur vie quotidienne ont besoin d'une activité physique plus poussée avant ou durant leur journée de travail pour en ressentir les effets au bureau. Donc, qu'est-ce que ça nous dit exactement les résultats? Donc, dans une interview qui a été faite d'une des autrices, une des chercheuses à SciPost, donc, en fait, on a 3 phases. Faire une promenade ou n'importe quelle activité physique d'intensité légère avant ou pendant la journée de travail aide les employés à mieux se concentrer sur leurs tâches professionnelles ce jour-là. Ok. Pour les salariés qui aiment faire du sport, un exercice physique intense, comme un jogging, a un effet bénéfique similaire. En revanche, pour ceux qui n'aiment pas bouger, il est préférable de s'en tenir à une activité physique d'intensité légère ou modérée. Donc en gros, si vous êtes sportif, pour pouvoir mieux vous concentrer au travail, il faut que vous fassiez de l'activité sportive dans la journée. Mais une vraie activité sportive. Alors c'est pas forcément l'entraînement de votre vie où vous allez vous épuiser à mort, hein, parce que là ça va pas être efficace. Mais voilà, un jogging, une petite pratique sportive, votre séance, je sais pas, de musculation à la salle, etc., etc. Si vous avez l'habitude de faire du sport, c'est ça qui va vous permettre d'être mieux concentré au travail. Si par contre vous êtes très sédentaire, le fait de bouger plus, d'aller faire une balade, etc., ça va vous aider à vous concentrer. Ça va avoir le même effet. Alors, la conclusion, évidemment, c'est qu'on n'est que sur 70 participants, donc il faut faire attention à ça. Là où c'est intéressant, c'est qu'on sait qu'on a des effets de la pratique sportive sur l'attention. Ça, c'est des choses qui ont déjà été mesurées dans d'autres études, sous d'autres formats. Donc, les résultats de cette étude-là, même s'ils sont limités à un petit échantillon aux États-Unis, etc., ils ne sont pas déconnants par rapport à l'ensemble des résultats
et des recherches qu'on a sur l'activité physique et la concentration. Même chose avec, par exemple, le fait de se balader, développer la créativité, de redévelopper le focus. Le fait de faire une petite balade dans la journée, une petite marche de 10-15 minutes permet de se reconcentrer ensuite. Ça, c'est des choses où on a des études qui ont été publiées déjà plusieurs fois sur le sujet. Donc c'est en cohérence avec ça. C'est pas des résultats complètement, on va dire, en rupture avec l'existant. Donc c'est là aussi où même s'il faut relativiser, ça reste cohérent par rapport à ce qu'on sait déjà. Donc moi perso, ça me choque pas et je trouve pas ça délirant. Alors après, il faut voir dans quelle mesure la concentration est améliorée. On est sur des évaluations par des pairs, donc ce qui est intéressant, mais ce qui pourrait être complété par d'autres évaluations. Donc il faut toujours un petit peu faire attention, mais c'est quand même assez cohérent. Après, voilà, c'est l'activité physique qui peut lutter contre la sédentarité au travail. Alors d'autres choses, la sédentarité au travail, c'est pas nouveau, hein, c'est ce qu'on dit dans cet article-là, c'est que passer une journée devant un écran d'ordinateur, pour les gens qui ont des professions dans le service, enfin pas que dans le service d'ailleurs, en tout cas des professions dites abusivement professions intellectuelles. J'aime pas trop l'opposition intellectuelle manuelle parce que ça renvoie à des choses qui sont pas hyper positives pour le manuel et des fois très positives pour des professions dites intellectuelles qui en réalité sont pas très intellectuelles. Mais voilà, en tout cas des professions plus où on est sur de l'immatériel, on n'est pas sur de l'activité physique. Et donc ça, c'est des professions qui se développent de plus en plus. En France, on a une industrie qui a en plus tissu industriel qui a quand même été réduit ces dernières décennies. Donc on a moins de professions. Puis même les professions physiques sont beaucoup assistées aujourd'hui, pas toujours, hein, mais voilà, on a quand même toujours ce côté écran, même quand vous êtes, je sais pas si vous êtes hôtesse de caisse dans un supermarché, euh, vous allez être quand même derrière un écran, vous allez être quand même assis toute la journée. Alors il y a plein de problèmes de manipulation et de troubles musculo-squelettiques potentiels, mais il y a quand même ce problème de sédentarité d'une manière générale. Le télétravail, avec la crise du Covid, ça a plein d'avantages. Ça peut aussi avoir des inconvénients, y compris celui-là, si les gens n'ont pas une hygiène de vie qui fait que ils vont pas rester toute la journée assis, parce que là en plus ils se déplacent pas, donc ça réduit, ça réduit encore la capacité de mouvement, ça augmente encore la sédentarité. Donc il faut faire attention à tout ça. Euh, donc ça a des conséquences sur la santé, hein, bien sûr. Voilà, ils en parlent, hein, troubles musculo-squelettiques, lombalgie, risque cardiovasculaire, surpoids, hypertension artérielle ou diabète. Bref, quand vous êtes assis toute la journée, c'est compliqué. Et donc c'est pour ça que, effectivement, les spécialistes, et ce que nous disent des études sur le sujet, c'est que c'est bien de faire des breaks et d'aller bouger, se détendre des jambes, d'aller marcher un petit peu. Ce qu'ils nous disent, c'est que même là, dans cet article, donc il y a un article de Vulga, mais qui est traduit dans un article américain, l'idée c'est que même le simple fait d'aller étendre le linge quand vous êtes en télétravail, d'aller vous balader dans votre maison ou de sortir faire un tour du quartier, ça peut avoir un intérêt. Donc faut pas hésiter à bouger, en tout cas pour améliorer les choses. Pour améliorer sa santé physique, hein, tout simplement, parce que c'est de ça dont on parle. Alors je regarde, est-ce que j'ai le temps? C'est la grande question. Est-ce que j'ai le temps de traiter un autre article? Si je veux le faire bien, je pense que non, mais je vais regarder. Je vais regarder ça, je vais vous dire où est-ce qu'on en est. Hop. Ah, si je peux le faire, J'ai le temps. Dernier article de la matinée, tant que j'ai un peu de temps, il est 55, ça devrait le faire. C'est un article donc, qui a été repris de Conversation US. Donc il y a un magazine où les auteurs sont des chercheurs en réalité. Et donc, hop, dans cet article, style The Psychological Benefits of Commuting, donc commuting, la commute, le commutage, si je fais l'adaptation française, c'est les transports, enfin le déplacement entre le domicile et le travail.
Et donc il y a des études qui ont été faites. Là, une étude qui a été faite sur les bénéfices psychologiques de ce temps, en fait, de ce tampon, de cet espace entre le travail et le domicile, et la vie privée, en fait. Donc les auteurs nous disent que ça crée un espace liminal, donc un espace entre deux espaces, l'espace travail, l'espace famille, maison, vie perso, qui permet aux gens de faire une transition entre ces deux moments-là et ces deux identités. Et cette transition, elle n'existe pas quand on est en télétravail. En tout cas, pas naturellement. Donc ça peut être un peu compliqué. Alors évidemment, on est sur un article, donc Scientific American, qui reprend un article de Conversation US, donc qui est là. Je vous le remets là, mais ah non, c'est le lien. Alors c'est le lien directement. Je pourrais retrouver le lien directement de l'article, mais je l'avais, hein, mais voilà, vous avez en gros l'idée, c'est que c'est des Américains qui ont été suivis et qu'aux États-Unis, la plupart des gens vont avoir ce temps de trajet entre le domicile et le travail, et c'est 26 minutes en moyenne, avec 7,7% des gens qui passent 2 heures ou plus sur la route, en bus, en voiture, en train, en métro, etc., pour aller au travail. En France, ça peut être aussi très important, en région parisienne notamment, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage. Donc je vais aussi relativiser un peu certains résultats, mais on va en discuter. Donc les auteurs de cette étude, qui sont Christy McAlpin et Matthew Piszczek, j'ai toujours du mal à savoir comment on prononce ce type de nom-là. Donc ces chercheurs ont travaillé sur cette notion de liminal space, hein, d'espace liminal entre le travail et la maison. Et ils nous disent que c'est un moment, en fait, entre deux espaces, entre deux identités, où on est libre, en fait, de nos identités, à la fois de père, de mère au foyer, de parents, d'amants, de mari, de femme, et de notre rôle qu'on a au travail, en fait, hein, en fonction de notre profession. Et ça nous permet de récupérer mentalement et de changer alors switch gears, de changer on va dire pas de modèle, mais alors normalement c'est changer de vitesse, mais en gros, on change d'identité, on a le temps de faire cette transition entre les deux. Et si on n'a pas le temps de faire ce changement, de faire cette transition, en fait, les rôles finissent par se mélanger et ça peut créer du stress. Si on ne se désengage pas du travail, on peut faire l'expérience du burn-out. Alors, je vais vous mettre d'ailleurs un lien vers un article que j'avais écrit sur Surréaliser, sur ce sujet-là d'ailleurs. Je vais vous le retrouver. Qui parle justement de ça, de la déconnexion, de la reconnexion au travail. Je le cherche. Tac. Je vais vous le retrouver. Je pense que c'est tout simplement celui-ci. Voilà. La reconnexion au travail, donc un article qui a été publié sur le blog qui vous parle de ça. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous voulez un peu creuser le sujet. Donc c'est important de se déconnecter pour réduire le stress, être plus efficace au travail aussi, plus efficace dans sa vie perso et de ne pas mélanger tout en fait à chaque fois. Donc après, ils ont regardé un petit peu le temps de transport et les variations et le stress des fois qu'il peut y avoir s'il y a par exemple des grèves ou des problèmes de retard, etc. Donc en fait, les variations
sur ce temps de transport-là peut avoir un effet positif ou négatif sur la capacité à se déconnecter du travail et à récupérer du travail, d'un point de vue psychologique. Si ça prend trop de temps de planifier votre route alternative et de faire des changements tous les jours pour arriver chez vous, etc., être sûr que vous arrivez au bon moment, que vous arrêtez au bon moment, etc., ça peut être plus stressant qu'autre chose, en gros. Donc il faut que ça se passe quand même de manière très régulière pour que vous puissiez vous dire, ok, je prends mon bus, mon métro, paf, c'est bon, je sais que je m'arrête à tel moment et c'est suffisamment long pour que je puisse me détendre en fait, sans faire attention à chaque arrêt. Donc si vous consacrez trop d'attention au fait de vous arrêter au bon moment, d'arriver à l'heure, etc., et que vous stressez là-dessus, vous ne pourrez pas vous consacrer au fait de récupérer, de vous détendre. Donc c'est aussi quelque chose d'important à prendre en compte. À ce qu'ils disent, quand on a des temps de transport un peu plus longs, les gens se détachent plus facilement du travail et sont plus relaxés pendant le transport. Mais quand le temps de transport, ce temps de transport était plus stressant que d'habitude, on a moins cet effet-là. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que les travaux montrent que ce temps de transition, il est important et que si vous êtes en fait en télétravail, c'est important de créer cet espace liminal, comme ils le disent, cet espace tampon de récupération de transition entre le travail et la vie perso. Donc par exemple, si vous êtes chez vous, ça peut être intéressant d'aller faire un tour pendant 15 minutes entre au début et à la fin de votre journée de travail pour, entre guillemets, simuler ça, mais pas que simuler pour dire ok, je passe d'un rôle à un autre. Si vous avez un espace en plus différent, vous avez la chance d'avoir un espace différent pour votre télétravail chez vous, un bureau, et pour le reste de votre vie privée, c'est encore mieux, mais c'est pas toujours possible, surtout dans des grandes villes où l'espace est limité et où les loyers sont assez élevés. Donc faire ça quand on est en télétravail, c'est aussi intéressant. En plus, quand vous êtes en transition, donc soit vous faites votre balade parce que vous êtes en télétravail, soit vous avez un travail réel et vous vous déplacez, un travail réel, je veux dire un travail en physique, où vous avez besoin de vous déplacer au bureau, les deux sont en travail réel, attention, mais il faut essayer de se détacher aussi de votre journée de travail. C'est-à-dire si vous passez votre temps de transport à ruminer et à repasser en revue tout ce que vous avez, tout ce qui s'est passé dans votre journée de travail de positif, surtout de négatif, ça va pas être très intéressant. Donc faites autre chose. Écoutez de la musique, écoutez des podcasts, ce que proposent les chercheurs là, et ça permet vraiment de faire cette transition. Pour conclure, donc là après, il n'y a pas forcément d'autres choses hyper intéressantes, mais pour conclure, ce que nous dit cette étude-là, c'est que, et cette publication, c'est que c'est intéressant d'avoir un espace tampon comme ça entre le travail et la vie perso. Ça, c'est une première chose. Mais évidemment, si vous passez votre transport à ruminer, si c'est compliqué, si à chaque fois c'est une tannée de faire ces transports-là, alors c'est bien que ça soit suffisamment long pour avoir le temps de se détendre, mais si vous passez, je sais pas moi, 1h30 dans les transports le matin, 1h30 le soir, vous passez 3 heures de chaque journée à vous déplacer, l'effet il va être contre-productif parce qu'en fait vous perdez du temps de votre journée, vous stressez, vous n'avez pas le temps de vous détendre chez vous après aussi, donc il y a évidemment des limites à ça. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir cette zone tampon. Cette zone tampon ne doit pas faire 2 minutes, elle doit être un peu plus longue pour qu'elle soit vraiment efficace. Par exemple, moi j'habite vraiment à côté de mon travail, donc j'ai pas une zone tampon aussi importante que ça, clairement, parce que je mets 2 minutes à pied entre mon bureau et mon domicile. Mais voilà, c'est important d'avoir un peu plus de temps que ça. Mais si vous passez 1 heure dans les transports, en fait, oui, vous aurez le temps de vous détendre, de vous déconnecter, mais vous allez aussi manger énormément sur votre temps perso, donc ça peut avoir d'autres conséquences négatives. Si vous êtes seul, c'est peut-être moins de conséquences sur vos relations, encore que vos relations amicales. Évidemment, si vous êtes en couple, que vous avez des enfants, vous allez moins les voir, etc. Donc il y a plein d'effets négatifs si on prend trop de temps. Donc c'est intéressant quand vous êtes en télétravail de faire ce temps de déconnexion, de faire ces temps de transition en fait entre le travail et la vie perso. Mais voilà, il faut garder certaines proportions. Ce serait intéressant d'avoir des études d'ailleurs qui comparent différents temps en fait
dans des villes ou dans une même ville ou dans un espace similaire, parce qu'il faut quand même que ce soit comparable, mais de comparer, voilà, temps de transport où il y a des complications, où il n'y a pas de complications, temps de transport de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, entre le domicile et le travail, dans des boulots équivalents, etc. Donc il y a plein de choses encore à explorer sur ce sujet-là, mais ce que ça nous dit, c'est que c'est important d'avoir ces espaces un peu tampons entre les deux. Je vous remets le lien si vous voulez vers l'article qui s'appelle de se réaliser, qui s'appelle Augmenter son efficacité au travail, si vous voulez le rechercher, et qui parle justement des frontières, de la reconnexion au travail, de la déconnexion au travail, et comment est-ce qu'on peut faire ça concrètement. Et donc si vous voulez creuser le sujet, c'est des choses dont je parlais déjà. Alors c'est un article qui doit avoir bien 2 ans, je pense, 1 an ou 2 ans. Voilà, donc il y a des choses intéressantes sur le sujet, ça peut être intéressant à creuser. Si vous voulez augmenter votre efficacité au travail et réduire votre stress et augmenter votre capacité à vous détendre et à faire la part des choses entre le travail et la vie perso. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Hop. Je sais, je suis un peu perdu entre mes scènes, je sais jamais voilà, laquelle c'est. Voilà. Voilà. Donc je vous ai remis, vous avez le lien qui s'affiche là. Écoutez, c'est tout pour ce matin. Il est 9h07, donc il va falloir que je file justement au travail sans avoir un quart d'heure pour faire la transition, mais c'est pas très grave. Désolé pour le petit souci que je vais régler. On est sur le 2e stream de reprise après très très longtemps. On va régler les problèmes techniques au fur et à mesure, on va avancer, on va faire de mieux en mieux. En tout cas, je vous remercie si vous êtes passé sur le live, je vous remercie si vous regardez le replay. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit message, tac, Twitter, sur Insta, sur le blog, par mail. Vous avez les adresses dans la page Twitch. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine revue de presse, probablement la semaine prochaine, probablement jeudi aussi. Peut-être un autre stream entre-temps, si j'ai un peu de temps pour ça. Et puis, écoutez, d'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de vous déconnecter de votre travail. Allez, je vous dis à plus tard. Salut!